si chaque employé, c'est pas juste une personne, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont incroyablement, c'est des génies, mais c'est une personne dans l'entreprise. Mais imaginons que chaque personne dans l'entreprise, de tous les rôles qu'ils ont, s'intéresse, prenne une demi-heure par semaine, ça serait juste hallucinant le changement qu'on aurait dans ces entreprises. Cet épisode est la deuxième partie de l'interview avec Thomas Eschler de Plateforme 5. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, tu ferais mieux d'aller la consommer avant. Bonne écoute. Là, tu nous as dit justement avant pour l'État de Genève qu'il y avait déjà beaucoup de compétences internes. Si on prend ta société Plateforme 5, elle est annoncée comme étant une société de consulting BIM et IT. Si on vient un petit peu au niveau des bureaux d'études ou des entreprises, on va dire, de construction, etc., est-ce que tu vois, quel est le niveau actuel, le niveau informatique? Est-ce que les gens sont prêts à ce qui est en train d'arriver comme changement au niveau de la gestion des données, etc., dans les bureaux? Ou bien il y aura encore une bonne étape ou un bon niveau à prendre avant que ça fonctionne bien dans les bureaux? Alors, c'est une très bonne question. Moi, forcément, vu mon point de vue, je suis bien sûr très critique là-dessus. Et, on peut dire de manière simple, les niveaux, on va dire IT au sens large, ils sont vraiment pas suffisants en Suisse romande pour parler, mais on peut parler de la France aussi. Il n'y a pas que en Suisse romande. Quand tu parles de niveau IT... Donc, le niveau IT, c'est-à-dire connaissance des données, gestion des données, très important, puisque c'est le cœur d'une entreprise pour moi. Mais ça peut... Aujourd'hui, gérer les données dans une entreprise, c'est très complexe. C'est pas parce que... Je dis pas ça parce que ça devrait être une évidence. Non, c'est très complexe. Et y arriver, ça demande des moyens importants. Donc, c'est pas un manque de volonté, ça, je pense pas, parce qu'il y a vraiment des entreprises qui sont motivées. Mais ils font aussi avec les moyens et l'échelle qu'on a en Suisse, qui est relativement petite par rapport au Canada, aux États-Unis ou ce genre de structure ou en Asie. Et du coup, on se débrouille avec les moyens du bord. Et je dirais, les gens se débrouillent bien avec les moyens du bord. On a des gens ultra motivés qui font des choses extraordinaires avec 3 francs 50 ou 2 francs 50 de la riponne, pour reprendre le slogan. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas suffisant pour arriver à un niveau concurrentiel, on va dire international. Voilà, donc ça, sans parler de nom, mais on a des grands groupes européens qui mettent des millions dans ce sujet-là. Donc, c'est-à-dire la gestion des données, la structure, l'optimisation des flux, dans autant les données que le logiciel. Et voilà, ça peut coûter très cher si on veut un résultat important. Après, je ne parle même pas de licence et tout ce genre de choses que même en Suisse, on a de la peine d'investir dans des coûts de licence ou de la maintenance. Et puis, le dernier argument là-dedans où je vois vraiment que c'est important, c'est la formation. C'est-à-dire, c'est génial d'avoir une Rolls-Royce, mais il faut encore être bien formé pour l'utiliser. Et là, bien sûr, je ne sais pas d'où ça vient, mais on ne forme pas assez dans les bureaux aujourd'hui. Ou peut-être c'est les formateurs, je me mets dedans, qui ne sont pas assez bons. Il faut toujours se poser aussi la question, est-ce qu'on a des formations de assez bonne qualité? C'est aussi ça peut-être une question qu'on peut se poser en Romandie. Donc c'est un challenge, je pense, que je me pose. Et moi, j'ai bien sûr envie que ça puisse augmenter drastiquement. On parlait de l'open source, mais ça peut aussi être du partage de connaissances. Donc ça, c'est vraiment... on peut pas se limiter au partage aujourd'hui, de toutes sortes, et la connaissance encore plus. Donc, si j'ai bien compris, tu dis qu'actuellement, en Suisse romande, le niveau développement, informatique général, ouais. Il est assez bas? Oui, alors je parle bien sûr dans le secteur qu'on parle. Si on parle dans le médical ou d'autres sujets, j'ai pas de jugement là-dedans. Mais dans le secteur de la construction, le niveau il est plus faible que ce qui devrait être pour vraiment exploiter et être au niveau. On parle du BIM, mais des fois ça va plus simple que ça, avec des backups, de la sécurité, des choses plus généralistes. Ouais. Selon toi, c'est quoi les
premières étapes, à part la prise de conscience qu'on a à ce niveau défaillant, on va dire, Oui. Pour un bureau qui dirait, je comprends que déjà rien qu'à cause ou grâce au BIM, si je maîtrisais mieux mes données, je pourrais faire plus de choses avec. C'est quoi les premières étapes pour monter un petit peu en niveau? Comment ils s'y prennent? Moi, je pense la première chose, enfin, ce que j'observe en tout cas autour de moi, c'est tout simplement une motivation, c'est-à-dire la conscience, oui, et une motivation. Donc, ça peut paraître philosophique, mais c'est de dire, OK, je consacre de ma semaine un quart d'heure, une demi-heure par semaine à m'améliorer ou à m'intéresser d'un sujet. Si chaque employé, c'est pas juste une personne, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont incroyablement, c'est des génies, mais c'est une personne dans l'entreprise. Mais imaginons que chaque personne dans l'entreprise, de tous les rôles qu'ils ont, s'intéresse, prenne une demi-heure par semaine, ça serait juste hallucinant, le changement qu'on aurait dans ces entreprises. Pour moi, ça, c'est ce que je recommande. C'est ce qu'on vit chez nous, mais c'est aussi ce que je recommande clairement dans l'idée. Alors, on peut le faire au coin d'un café. Enfin, il y a plein de manières de faire, mais c'est vraiment ça qui va changer la donne. De s'intéresser à la programmation. Programmation, mais aussi, ça peut être... Programmation, ça peut faire un peu extrême, mais on peut baisser d'un niveau. C'est déjà utilisation du logiciel de manière plus intelligente ou des données. Parce que on parle souvent du fichier Excel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, le fichier Excel, quand on m'en parle, moi, j'ai souvent un grand sourire parce que c'est la chose la plus basique au niveau du data management. Mais là, clairement, tout le monde aujourd'hui utilise des fichiers Excel, mais qui organise correctement ces données dans un fichier Excel? Donc, juste le truc basique. Je ne parle même pas de macro ou quoi que ce soit. Je parle juste de structure des données. Donc ça, c'est déjà, disons, premier niveau. Puis après, on évolue, on avance, on découvre. Et puis voilà, ça c'est aussi ma vie. Moi, j'ai vécu là-dedans, j'ai tout découvert. On est parti. On parlait de partir avec le DOS et Windows 95. Voilà. Ouais. Il y a un petit chemin aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y a un type d'activité ou une taille critique à partir de laquelle un bureau il devrait soit engager un développeur, soit former quelqu'un à savoir coder? C'est une question très large dans le sens que le développement, il y en a plein de types. On peut parler, je fais un script, une macro, un petit bout de code. Ça, aujourd'hui, je pense dans tous les bureaux, go, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi se compliquer la vie. Si je reprends la jeunesse, pourquoi moi je fais du développement, c'est que je suis pas le gars où tu peux me mettre devant une machine et faire toute la journée le même bouton, la même chose. Donc, première chose, c'est que je me suis dit, mais comment simplifier mon quotidien? Comment faire pour que ma tâche, on va dire bête, je puisse l'automatiser? Ça, c'était ma première réflexion en tant qu'apprenti pour revenir à la base. Et puis, quand j'ai réalisé que je pouvais faire x100 sur la performance de mon travail, go. Alors, c'est clair que j'ai passé des heures et des heures à apprendre, à développer. Mais après, c'est clair que la productivité derrière, on a des multiples quasi infinis. Et dans ce cas-là, tout le monde, il n'y a pas de limite. On est une personne, un indépendant ou une boîte de 100, c'est la même chose. Il faut qu'elle passe à l'automatisation d'une manière ou d'une autre, ou à la simplification. L'automatisation, ça peut être un peu... On voit un robot, non, c'est pas ça. C'est juste dire, OK, le boulot intelligent, je m'en occupe. Le boulot qui se répète ou que je peux simplifier, je le fais de cette manière-là. Mais pour ça, il faut encore que les utilisateurs soient conscients que ce soit possible. Puis c'est là où on en revient finalement peut-être à cette notion de si c'est tout le monde dans une entreprise pouvait prendre un petit moment pour s'informer sur les possibilités des outils ou bien une possibilité, je ne sais pas, dans la suite Office maintenant, il y a des outils comme Power Automate qui permettent de faire quand même pas mal de choses sans avoir besoin de savoir écrire du code. Je ne connais pas ces outils, mais c'est bien. C'est intéressant. Enfin voilà, il y a pas mal d'outils. C'est de la programmation visuelle qui permet un peu de simplifier certaines tâches. Même pour quelqu'un, il faut juste savoir le travail qu'il faisait, savoir le décrire bien dans un canevas, on va dire. Puis à partir de là, finalement, la tâche se fait toute seule.
C'est ça. Si on fait le parallèle avec nos métiers, on parlait de Dynamo, de Grasshopper, dans Rhino. Donc, c'est des outils qui sont largement utilisables. Et puis, c'est visuel. Donc, je n'ai pas besoin de faire du code avec un onglet incompréhensible. C'est des boîtes que je connecte et qui sont... on doit les découvrir, mais c'est comme un jeu. Donc, c'est vraiment... c'est devenu agréable. On n'est pas dans du bas niveau. On doit commencer à faire des choses complexes. En fait, ce que tu dis, c'est que donner l'opportunité à des gens qui sont intéressés à se documenter, à programmer, à donner un peu de temps à ces gens. Mais je pense qu'il faudrait même que tout le monde, parce que dans une entreprise, pour le bien de l'entreprise... C'est obligé. Ouais. Alors moi, je suis catégorique. Chez nous, c'est pas la question. Si je serais patron d'une boîte de construction, imaginons que je sois patron d'une boîte de construction à Genève. Mais tu fais comment avec des gens qui sont pas intéressés? Voilà. En fait, moi, dans ma situation, je dirais merci beaucoup. Et puis, je leur proposerais soit la retraite, s'ils sont à la retraite, soit un billet à Hawaï, parce que au moins, comme ça, ils perdront pas leur temps. Il n'y a pas les deux voies. Soit je suis motivé, je suis intéressé à mon entreprise, à mon métier, mais sinon, il n'y a pas besoin de... Il y a plein d'autres métiers. Je n'ai jamais vu autant de changements de carrière dans ma vie que ces dernières années. Mmh. À l'époque, mon père a bossé dans une entreprise toute sa vie. Et voilà, nous, on a déjà fait 3-4 métiers au minimum. Donc voilà, il faut changer. Je recommande... c'est pas vivable de faire un métier si on ne s'intéresse pas un minimum. Je parle de nouveau d'un quart d'heure, une demi-heure par semaine. C'est OK, j'aime boire le café et puis je lis un truc, quoi. Donc, tu conseilles vraiment à s'intéresser, ça, c'est une obligation. Si je serais dans cette situation. Ouais. Si tu es despote, tu seras obligé. Oui, ça, c'est sûr. Ça, j'ai compris. C'est ça. Vous avez vu qu'on n'est pas on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas en dictature. Mais tu conseilles... Mais pour encourager, je dirais, il y a vraiment un plaisir au final d'évoluer, d'apprendre, et il y a une vraie vision à apporter dans une entreprise pour que ça soit le cas. Effectivement, le rôle didactural là-dedans c'est pas le sujet, mais c'est le fait, comment on peut motiver une équipe à avancer, à évoluer. Effectivement, le plus important, c'est qu'ils aient la vision, c'est-à-dire pourquoi le faire. Je donne un exemple, c'est pour pas faire du boulot qui est pas avec une qualité insuffisante, par exemple, parce qu'on fait toujours des erreurs de saisie, pour reprendre quelque chose qui arrive encore aujourd'hui. Si on saisit toute la journée des valeurs, si on peut automatiser, c'est une qualité du travail. Et notre vie, notre job est aussi plus simple. Donc il faut vraiment communiquer aussi ce côté positif de cet effort. C'est pas Steve Jobs qui disait qu'il faudrait mettre des cours de programmation depuis la maternelle ou depuis l'école, tout début? Voilà, ça c'est bon. C'est vrai que la mentalité qui vient du mouvement aussi américain, c'est vraiment tout le monde devrait pouvoir développer. Et puis je suis peut-être pas dans cet extrême-là, mais en tout cas tout le monde devrait être intéressé. Un minimum, rien que ce qui se passe dans vos téléphones, se renseigner un tout petit peu, ça peut vous servir. Voire vous sauver la vie, suivant le contexte. Ouais, à voir. Ouais, donc, on a parlé un petit peu de l'état actuel, on va dire, des bureaux. Est-ce que tu vois des gros challenges qui arrivent justement pour ces bureaux d'études, cabinets d'architectes, et puis la même chose pour des entreprises de construction, peut-être qui ont des challenges différents, et les maîtres d'ouvrage? Je pense aux maîtres d'ouvrage, maintenant on parle de BIM, on fait des modèles en bureau d'études. À un moment ou un autre, cet amas de données va arriver chez maîtres d'ouvrage. Mm-hmm. Moi, comme challenge, je vois qu'il faudra les faire vivre, ces données, il faudra les structurer, il faudra savoir les ingérer aussi. Est-ce que tu vois justement un peu des challenges comme ça par discipline, peut-être? Ouais, alors je suis un peu moins ces temps sur le terrain en direct, vu que j'ai la chance d'être un peu en avance sur l'industrie par les recherches. Donc voilà, si je me reprojette avec les projets en cours, c'est vrai que le challenge, c'est d'une part d'ingérer, ces données, mais c'est pour moi le plus important, c'est de créer une stratégie d'entreprise. Je pense que je suis de loin le premier à le communiquer. Mais c'est pas grave si un projet il est pas parfait,
c'est pas grave si l'entreprise elle évolue dans un peu sa recherche du monde BIM ou du digital, mais par contre sans vision, sans planning d'évolution, ça me semble dangereux. Un risque que je vois, c'est je pars dans une direction, je prends ce logiciel, j'investis des milliers dans la formation et tout ça, et dans 6 mois, je change de logiciel ou de besoin. Donc aujourd'hui, on ne peut bien sûr pas se permettre ça. Donc c'est vraiment créer une stratégie. Et pour créer une stratégie, aujourd'hui, c'est très complexe. C'est aussi de demander, moi j'ai des téléphones, des gens qui me disent « Ok, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors je donne mon avis, ce n'est pas un avis qui est unique. Il faut en demander au moins 3-4 avis. Et puis comme ça, le responsable, celui-là qui doit porter cette vision digitale, BIM de l'entreprise, peut faire sa variante, son avis, et puis avancer. Et voilà, et c'est de là que part le tout. Maintenant, trouver des problèmes techniques, aujourd'hui, franchement, on n'a plus de problèmes techniques. On vit dans un monde incroyable, c'est-à-dire quasiment tout est possible. C'est quelque chose d'affolant d'imaginer aujourd'hui que la personne qui veut mettre des lunettes et voir son bâtiment projeté, c'est possible. La personne qui a besoin d'une information qui prend des terras de données, c'est possible n'importe où qui se trouve. Tout ça, c'est techniquement possible. Donc, je dirais, j'ai plus de limitation avec ça. J'ai peut-être une limitation de budget. Après, bien sûr, est-ce que j'ai les moyens de faire ça? Est-ce que j'ai les moyens d'investir? Donc là, de nouveau, on avance par étapes. On ne va pas se lancer dans un truc impossible. On va vraiment déjà mesurer, tester, puis avancer. Il y a l'approche là-dedans, le Lean Startup. Ça n'a rien à voir avec le BIM, mais c'est pour l'évolution d'un projet. Et ça, c'est des techniques qui permettent, dans la technologie spécifiquement, d'avancer petit à petit. Et puis juste arriver déjà à un premier produit, un premier résultat, et puis évoluer là-dedans. Et ça, c'est des techniques qu'on peut exploiter dans le bâtiment, très, très simplement. Lean Startup, c'est... Lean Startup, il faut chercher sur Internet. Il y a des livres, il y a plein de choses. C'est comme le BIM. Le BIM, il faut d'abord aller sur Internet et puis chercher plein de choses. Mais le Lean Startup, c'est un gars et puis après d'autres qui ont développé en fait une manière de créer un projet. Donc c'est vraiment l'idée d'une startup, d'un projet, mais ça peut être à l'intérieur d'une entreprise. C'est pas forcément une nouvelle entreprise. Et puis l'idée, c'est de créer un projet avec le minimum d'efforts, donc le produit le plus simple. Si je prends une maquette BIM, d'abord je vais me concentrer peut-être sur les murs. Je vais déjà faire mon premier projet BIM juste avec les murs. C'est un exemple un peu simple, mais c'est pour illustrer. Et puis je vais prendre le logiciel et je vais prendre 3 fonctions au lieu de tout voir. Et j'avance comme ça. Et petit à petit, je vais prendre la connaissance, l'expérience du terrain, du projet. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a que le terrain, il n'y a que le chantier. C'est comme le maçon, il dira toujours, viens voir comment ça se passe. C'est pour le gars qui monte le bâtiment, c'est là où vraiment on voit ce qui passe ou ce qui ne passe pas. Et pour le BIM, c'est bien sûr pareil. Il faut le vivre, il faut prendre l'expérience. Et c'est comme ça qu'on avance. Ouais. Là, par rapport effectivement au thème de l'informatique, je pense qu'on a déjà fait un joli tour un petit peu sur ce qu'il y avait. Ouais. Mais c'est infini, on pourrait faire une session que là-dessus. Tu nous as parlé un tout petit peu du generative design. C'était un thème qui toi, te parlait. Si je dis generative design, pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu peux déjà nous donner un peu une définition de ce que c'est, ce que ça comporte? Oui, pour généraliser, donc les puristes, ils vont peut-être me reprendre un peu, mais pour généraliser, pour que tout le monde comprenne, c'est vraiment l'idée de créer, si on parle d'un bâtiment, pour prendre un cas concret, créer un modèle de bâtiment avec des règles, avec une intelligence logicielle, mathématique, et en fait créer un algorithme qui va créer le résultat final, donc le bâtiment final. Aujourd'hui, on va à l'école d'architecture, on apprend plein de règles et tout ça, c'est important, et on va construire le bâtiment selon nos idées, nos envies, etc. Et le generative design, il va prendre bien sûr toute cette connaissance-là. On ne va pas faire sans cette connaissance-là, mais on va donner la possibilité au logiciel une latitude et de créer des variantes quasi infinies
de notre modèle ou de nos règles. C'est pas un modèle, c'est des règles qui vont créer le bâtiment final. Donc, on a aujourd'hui des prototypes juste fantastiques où on a des villes complètes qui sont modélisées avec ce Generative Design, qui prend l'infrastructure, donc les routes, les aménagements, parcs, etc., et qui proposent des variantes de villes et qui sont générées automatiquement grâce à des règles. Donc, rapidement dit, c'est ça. Ok. D'accord. Il propose plusieurs variantes à chaque fois. Puis, c'est des milliers de variantes. Ah oui, une chose importante à dire, c'est que chaque variante, elle a un résultat d'efficacité. Et c'est là-dessus où on pourra faire un premier tri. On pourra dire, là, par exemple, j'ai tant de mètres carrés. Et du coup, je peux faire sur ces 1000 variantes, je vais prendre quel est les bâtiments avec le plus de mètres carrés par rapport à mon espace. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on arrive à des résultats souvent impensables, juste avec nos 2-3 exercices qu'on a fait, on va dire, manuellement. Ok. Donc en fait, si je comprends bien, on va dire effectivement, on va donner une suite d'opérations ou bien des contraintes, on va dire, un logiciel. Et puis après, on lui dit, dans ces contraintes-là, avec, on va dire, une certaine liberté qu'on définit aussi. Exact. Ouais. On lui dit, explore toutes les solutions. Et puis ensuite, par rapport à des critères qu'on avait déjà établis avant, ça nous donne des résultats. Et puis en fait, c'est l'humain ou un groupe d'humains qui, lui, va dire... dans ces résultats, celui qui me plaît le plus ou qui me semble le plus intéressant, c'est la solution 1, 2, 3, 4, 1000 qui a été établie. Oui, tout à fait. Ouais, je pense que pour une manière simple de comprendre ce que ça peut apporter, c'est utilisé aujourd'hui dans l'industrie, que ce soit l'automobile, la mécanique, comment fabriquer la pièce la plus légère, la plus résistante possible, jusqu'au bâtiment, jusqu'à une ville, en fait. Je crois que toutes les industries, même en chimie aujourd'hui, dans le médical, on commence aussi à implémenter ce genre de manière d'être ingénieux au final. Parce que c'est toujours l'humain derrière qui va créer la base de la réflexion, mais donner justement plus de latitude aux variantes. On pourrait aussi le faire nous-mêmes à la main. Sauf que créer 100 000 variantes à la main, ça prend beaucoup trop de temps par rapport à la puissance d'une machine aujourd'hui. Donc en fait, est-ce qu'on peut faire du style, tu as la première variante, en plus cette variante-là, tu as choisi, tu refais une autre variante depuis la même variante, c'est possible? Ça c'est des évolutions aujourd'hui. C'est pas une science finie, c'est vraiment quelque chose qui évolue et qui se perfectionne comme l'intelligence artificielle. Chaque année, on arrive à un modèle plus avancé. Mais oui, le generative design, dans une des techniques, c'est qu'elle puisse apprendre d'elle-même, si on veut. Ok. Je ne sais pas si tu as utilisé l'intelligence artificielle qui s'appelle... j'ai oublié le nom. C'est pas Dali, c'est justement... Il y a Dali, mais l'autre... mais qui est sur Discord. Sur Discord, ouais. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour produire des images, en fait, par rapport à une description. Ah, ok. Alors là, c'est la mode, effectivement. C'est un peu l'idée, c'est que tu dis un texte et il fait l'image par rapport à ton texte. Oui. Après, tu as quatre variantes. Tu choisis cette variante-là, puis il refait encore un tour, jusqu'à quand tu dis, OK, ça me plaît bien. Oui. Je pense, ça, c'est des outils. Là, c'est un peu la mode ces temps, parce que c'est vrai que c'est autant qu'humain, et puis même, il y a les artistes qui montent maintenant aux barricades pour dire stop, là on est allé trop loin, parce qu'on peut créer une œuvre d'art avec une phrase en transformant en tableau. Mais bon, alors je peux pas juger maintenant est-ce que c'est bien, pas bien, mais là on est vraiment dans l'évolution cette fois-ci de l'apprentissage de l'AI, l'apprentissage automatique, le machine learning. Le generative design, oui, il y a du machine learning, mais pas forcément. Donc, il y a plusieurs techniques, manières d'évoluer dans ces modèles. OK. C'était Midjourney. Ouais, Midjourney, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, il faut essayer. Moi, je trouve bluffant. Alors, moi, j'ai fait ça comme un utilisateur. Et puis, je trouve que c'est sidérant et ça montre où on arrive aujourd'hui dans l'intelligence, on va dire.
peut le dire comme ça. Parce que comme tu disais, Generative Design, ça me fait penser justement à Midjourney, parce que j'avais testé aussi ça. Donc tu choisis une variante, après tu choisis une variante, puis ça se fait automatiquement. Quoi. C'est excellent. Ça sera peut-être encore à évoluer, développer dans le monde du bâtiment. Un petit peu en relation avec Generative Design, on voit de plus en plus un petit peu des postes de parametric designers qui arrivent chez les architectes. On voit justement des nouveaux postes un peu qui arrivent. Comment toi tu vois ça par rapport à la branche? Est-ce que c'est une bonne évolution ou c'est de façon naturelle que ça apparaisse? Pour moi, depuis que je suis la technologie, on voit vraiment ces évolutions. Il n'y a pas besoin de boule de cristal pour dire, OK, dans X années, on ne va plus construire un bâtiment, on va le générer par des paramètres. C'est quelque chose qu'il y a 10 ans, j'en parlais déjà. Je ne vais pas inventer, j'observais juste un peu l'évolution, la logique. Aujourd'hui, on y est. Donc, bien sûr, c'est normal que l'architecte ou le modélisateur va utiliser ces techniques. Donc, typiquement, créer des variantes de bâtiments. À mon époque, on parlait du rotring, du tire-ligne et tous ces outils fantastiques. Déjà, faire une version, on faisait une semaine. Aujourd'hui, un bâtiment, on peut le faire en une journée, pour faire des esquisses 3D, etc. Et puis, avec ce genre d'outils, on en fait 1000 ou plutôt 100 000. Donc, du coup, avec un choix vraiment plus important. Et puis, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on prend tout et n'importe quoi, c'est qu'on va filtrer, trier, et clairement avec des possibilités qu'on n'aurait pas imaginées avant. C'est ça qui est vraiment fantastique, dont moi j'appelle ça l'extension de notre vision ou de nos pensées, parce qu'on l'étend. On aurait pu y penser, mais sauf qu'on l'a là en quelques minutes. Et ces postes vont bien sûr non seulement arriver aussi chez nous, mais sont déjà présents dans les grosses... alors peut-être en Suisse, je ne connais pas, mais aux États-Unis, en Asie, c'est déjà du quotidien. Tout ce qui est du paramétrique. Quand je dessine un bâtiment, aujourd'hui, je mets des paramètres. Largeur du mur, longueur du mur, tout le monde fait ça dans le BIM en tout cas. Peut-être pas si je fais ça dans le logiciel CAO basique, mais dans le BIM, je vais déjà utiliser le paramétrique. Et là, on parle juste de paramétrique à l'échelle d'un modèle complet. Quand je dis juste, c'est pas juste. Il faut une compétence et ça demande une logique et une manière de réfléchir peut-être différente que ce qu'on a appris, nous, on va dire, dans le cursus classique. Puis toi, selon toi, quel impact va avoir la Generative Design dans la branche? Comme tout le reste, c'est-à-dire une évolution des métiers. Et puis, le métier encore plus intéressant. C'est-à-dire plus de créativité. Les gens qui vont être au top de la créativité, des idées, vont finir au top dans les résultats, les produits. Ceux qui vont vouloir faire du classique, juste faire des choses, on va dire, rentables peut-être, vont perdre un peu. Et c'est ça qui est pour moi beau dans le métier. C'est vraiment où on va mettre en avant nos compétences d'humain créatif et moins, on va dire, moins travail à la chaîne ou je ne sais quel job qui pour moi n'a plus lieu d'être, selon mon avis, bien sûr. Tu as des cas d'usage par rapport au Generative Design, au niveau du bâtiment, je m'estime pas expert là-dedans. Je peux donner un cas au niveau infrastructure, c'est-à-dire aménagement d'un quartier. Donc, c'est par exemple comment optimiser tout ce qui est thermique, c'est-à-dire l'efficience thermique, soleil, ensoleillement, confort aussi d'un quartier avec la verdure, enfin tout ça. Là-dedans, aujourd'hui, on a des cas très concrets où on a réussi à diviser 20-30% la consommation énergétique juste avec un ensoleillement. Alors, on connaît déjà toutes ces optimisations par rapport à exploiter au maximum la chaleur de notre soleil, le froid, l'échange hiver, enfin, tous ces calculs, c'est rien de nouveau. Mais là, on arrive à un niveau de performance vraiment hallucinante. Et aussi, on étudie de plus en plus ça. Donc, je pense que c'est le débat aussi d'actualité. C'est
tout ce qui est isolation des bâtiments, tout ce genre de choses. Donc, moi, j'ai juste un slogan à dire, c'est mettez-y un peu de generative design, un peu d'intelligence pour faire exploser ces performances-là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a quasiment pas. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le système de précaution, c'est-à-dire on isole. En Suisse, on est bien calé dans l'isolation des bâtiments. Si on va voyager un petit peu, on voit que l'isolation, c'est plutôt est-ce que ton bâtiment il tient debout ou pas. C'est ça l'isolation. Enfin, c'est des dalles de 10 cm tout compris. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est drôle qu'on se plaint un peu de l'isolation suisse, qu'on veut encore plus de performance. Alors, tant mieux. Mais d'un autre côté, il faudrait déjà isoler toute l'Inde. Alors, je ne parle pas du froid, mais de la chaleur. Et puis, je pense qu'il y a des sacrées économies énergétiques à faire sur la planète pour ce genre de choses. Donc, chaud-froid. Donc, en Suisse, je crois que c'est que le froid, le chaud, on s'intéresse un petit peu. Quand tu isoles, forcément, c'est un peu les deux. Mais... Un peu les deux, mais c'est surtout le coût. Enfin, peut-être c'est moi, autant que bon Suisse, qui rappe, qui dit « Ok, c'est le frais chauffage qui m'intéresse plus que... » Je ne mets pas de clim chez moi. Enfin, personnellement, on ne met pas de clim. Mais... D'ailleurs, je crois, à Genève ou certains cantons, c'est interdit d'installer clim pour les entreprises, pour les nouveaux bâtiments. Ok. Donc, je dirais on a déjà tout pour bien faire, mais dans le reste du monde, on pourrait aller vraiment plus loin dans le côté énergétique et aménagement. Simplement, ça serait déjà... pour moi, le meilleur exemple. Puis c'est vrai que en aménagement, souvent aussi, par exemple, par rapport aux surfaces, on va dire, de verdure, par rapport au quartier, des choses comme ça, oui. C'est des règles qui sont établies par la commune, le canton, peu importe. Oui. Donc en fait, c'est des critères qu'on a. Donc c'est assez facile, je trouve, à transformer ça en règles pour qu'ensuite ce soit donné pour proposer des solutions. Alors, pour le cas de Genève, c'était déjà un casse-tête pour imaginer d'analyser toutes les règles de la construction au sens algorithme. Donc, c'est pas possible aujourd'hui. Parce que traduire une estimation humaine, des fois, c'est pas juste A plus B. Donc, ça, c'est déjà un gros challenge, traduire la réglementation, les normes, dans une formule, étonnamment. Bon, tu as plein de règles encore qui sont assez simples, non ? Alors, il y a des règles simples, mais des fois, les plus simples... c'est pas les plus faciles à traduire. Donc, ok, d'accord. On a eu 2-3 casse-têtes. Je donne un exemple peut-être banal, c'est la porte côté route doit être isolée au feu et doit être à minimum telle distance par rapport à la porte la plus opposée, éloignée dans le même bâtiment. Donc ça, c'est des règles géométriques. Déjà, côté route principale, il faut déjà savoir ce que c'est la route principale. Est-ce que c'est devant, c'est derrière ? Au niveau urbanisme, personne ne dit quelle est la route la principale dans le sens du cadastre. Et puis après, trouver des diagonales, ce genre de choses, il faut trouver des fois un peu plus de définition géométrique qui nous permettent de conclure, oui, ok, je parle de telle diagonale ou quelle est la porte opposée. L'humain, il va dire, elle est là, la porte opposée, l'algorithme. Ouais, c'est vrai que... forcément. Ouais, je comprends. C'est des fois des choses simples. Alors, c'est difficile d'écrire comme ça avec un exemple. Là, on est dans le visuel, mais voilà. C'est pas si simple que ça et on n'est pas encore au bout de cette traduction. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu un cas, c'est pas tout à fait, c'est pas dans la construction, mais il y avait eu un cas qui était sorti dans la presse il y a 2-3 ans, au lancement de la Model 3 chez Tesla. Voilà. Où en fait, ils étaient en train d'essayer de programmer un robot qui venait connecter un tuyau entre une arrivée, je ne sais pas ce que c'était, d'air ou quelque chose, et la voiture. Oui. Et vu que la voiture arrivait toujours un petit peu décalée, en fait, le robot devait systématiquement retrouver le bon endroit où il devait connecter sa buse. Voilà. Et un humain, le faire, c'est hyper simple. C'est ça. Alors que pour le robot, en fait, d'analyser le chemin du bras, le déplacement, etc., en fait, ils ont passé des semaines pour finalement arriver au résultat qu'ils vont mettre un humain à la place. Parce que c'est impossible. Enfin, ils perdaient trop de temps. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des choses où pour un humain, ça semble tellement évident de faire cette analyse, alors que de devoir le programmer ou l'automatiser, en fait, il y a tellement de contexte qui est pas facile à percevoir que c'est compliqué de faire une règle. Donc,
Là, on parle pas mal d'intelligence artificielle par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que on a fait des bons en avant là-dedans, mais on n'est pas encore à l'étape de pouvoir, pour des choses aussi simples que ça, trouver une solution, on va dire, à bas coût et le régler. On parle des fois de la différence avec une femme de ménage qui va nettoyer une vitre, etc. Aujourd'hui, c'est très compliqué de nettoyer une vitre et de voir qu'il n'y a pas de reflets, de saleté, etc. Enfin, même pour l'humain, c'est déjà pas évident. Mais pour dire, voilà, translater ça à une intelligence artificielle, là-dessus, on dit encore longtemps, et c'est là où je trouve aussi beau, c'est qu'on a encore notre place largement. Les gens qui disent, je vais être remplacé dans mon entreprise par le logiciel, mais ils n'ont qu'une marge incroyable. Sauf si, bien sûr, il veut rien faire d'autre que d'appuyer sur un bouton. Là, il faut le voir plus comme une aide, en fait. C'est vraiment une aide à la créativité. Comme tu disais, justement, c'est un outil qui peut nous aider à améliorer nos process, notre façon de travailler. C'est un outil ultra précieux. Comme si on parle d'aller sur la Lune avec une fusée. Voilà. Pour moi, c'est ça le BIM déjà. Et puis, bien sûr, tous ces outils de generative design jusqu'à l'apprentissage automatique où on va renseigner, on va donner des données à notre algorithme pour qu'il apprenne petit à petit. Avant, tu parlais justement un tout petit peu, tu as dit qu'il y avait certains outils de generative design qui pouvaient faire appel ou pas à l'IA. Oui. Tu peux un tout petit peu nous dire ce que c'est l'IA et puis dans quel cas, en fait, ça pourrait être utilisé dans le generative design? Alors, si on prend la spécificité, par exemple, du parametric design, là, si je schématise, je vais mettre des variables, donc des variantes, des variables, et puis je vais peut-être lui donner des fourchettes de valeurs, puis je vais lui dire bêtement, de manière exponentielle, calcule-moi toutes les variantes. Là, il n'y a pas d'intelligence artificielle, parce que je lui dis, fais le calcul, quoi. C'est 2 plus 2, tu fais 2 plus 3, 2 plus, etc. L'intelligence artificielle, c'est vraiment l'idée où, cette fois-ci, je vais prendre le résultat, et au lieu de recommencer l'exercice de la même manière, je vais regarder comment ça se fait que je suis arrivé à ce résultat pour refaire un calcul optimisé, et ainsi de suite, de manière itérative. Ça, c'est une manière de faire. Donc, la machine, elle va apprendre un parcours plus efficace. Donc là, on a vraiment une base de données qui va amener au résultat. On parlait des images d'art ou ce genre de choses, ou comment l'ordinateur aujourd'hui arrive à détecter une photo. Sur la photo, j'ai par exemple un chat, une voiture. On lui a appris à lire ça. Donc, on lui a donné 100 000 images de chat dans toutes les couleurs, de toutes les positions, dans tous les sens. Puis, on lui a dit, ça, c'est un chat parce que tu vas analyser tel pixel. Donc là, on a de l'AI, on a de l'apprentissage. Il y a 2 types d'apprentissage, non? Il me semble qu'il y avait l'apprentissage guidé. Oui. Tu mets les images des chats, par exemple, et tu disais, ça c'est un chat, il faut reconnaître les oreilles, le corps et tout ça. Oui. Puis l'apprentissage, je sais plus le nom, mais il mettait toutes les images, puis l'IA reconnaissait à force de regarder les images que c'est un chat. Puis il déduisait que un chat a des oreilles, 4 pattes, une queue. C'est ça, voilà. Chaque année, il y a un peu des déclinaisons, une évolution de comment l'algorithme ou comment faire pour que la machine apprenne mieux, si on veut. Donc, depuis le début que cette science est arrivée et était un peu mis en avant par le côté recherche, on parlait des images, c'est comme ça que ça a vraiment explosé. Puis aujourd'hui, on a vraiment étudié et peaufiné tous ces chemins. Donc il y a, je ne sais pas, 5-6 schémas encore de fonctionnement différents. Enfin, voilà. Et ça évolue. Je pense qu'on en parle. Dans quelques semaines, on aura encore une nouvelle déclinaison, un nouveau schéma de fonctionnement, d'apprentissage. Donc, voilà. C'est un sujet aussi infini. Ça, c'est clair. Par rapport au generative design,
comment est-ce que les bureaux peuvent s'y préparer un petit peu pour ceux qui s'y sont pas encore intéressés, puis pourquoi ils devraient s'y intéresser? Oui. Donc effectivement, j'ai eu la discussion, là, on a eu au dernier CAS. C'était au Maroc, en fait. Je réfléchis, mais c'était pas ici. Du coup, on a eu cette discussion. Et c'est vrai que pour la personne qui est vraiment au bureau, dans son quotidien, elle dit « mais c'est trop loin de mon quotidien ». Et moi, une idée pour se préparer à ça, parce que je suis conscient que c'est pas, ça prend du temps, et puis de nouveau, c'est des nouvelles connaissances. Mais si on passe déjà avec la philosophie du paramétrique, donc ça c'est le premier niveau pour arriver à l'étape ensuite du génératif et tout ce qui en découle, c'est d'organiser vos modèles, vos datas en paramétrique, avec des datas les plus... c'est ce qu'on apprend dans le BIM, structuré, clair, et comme ça va être facile de passer dans le generative design. Si on a un modèle où il n'y a rien qui se cause, une data ne peut pas être mise en face d'une autre data, parce qu'une fois on a des mètres, une fois des centimètres, un problème d'unité encore simple à régler si ça ne va pas tous les sens. Et du coup, les datas structurées vont faire exploser dans les possibilités du generative design et inversement. Donc, moi, je dis simplement, continuez à bosser, faites du beau BIM, bien structuré, et ça va venir naturellement du paramétrique ou du génératif. Et puis les logiciels aujourd'hui commencent à le faire de manière quasi naturelle. Je ne vais pas donner de nom, mais ça devient maintenant courant. Ok. Et les plateformes web aussi arrivent gentiment avec, je pense, 1 journée, 2 journées de tests. On a déjà des résultats. Alors, je parle pour mon domaine, c'est-à-dire l'infrastructure. Pour l'architecture, je sais, je ne suis pas expert là-dedans, mais ça vient aussi gentiment. Ok. On peut parler Speckle, alors? Ouais. Si je te dis Speckle, tu peux nous en parler? Avec grand plaisir. C'est encore dans le temps qui me reste. On parlait du temps de la semaine. Donc là, je suis à 20% de ma semaine sur Speckle. Speckle pour la petite prononciation. Je ne sais pas quelle est la bonne variante anglaise. Et du coup, Speckle, c'est la plateforme qui m'a le plus parlé. Donc, c'est une plateforme open source qui permet de collaborer en temps réel, ou on va dire quasiment en temps réel, parce que les gens, ils ont peur quand on parle de collaborer en temps réel. Mais en gros, c'est la possibilité d'avoir un logiciel. Je vais prendre un cas Archicad. Je travaille dans mon Archicad, je fais une modélisation de mon mur, je peux l'envoyer sur la plateforme. Donc, je fais ma modification, je l'envoie sur la plateforme, et un autre logiciel, Rhino, il peut récupérer, faire une modification, faire une évolution, une extension de ma géométrie et renvoyer au logiciel source, ou encore un 3e logiciel, 4e logiciel. Aujourd'hui, on a plus qu'une dizaine de logiciels qui peuvent discuter avec Speckle. Et l'avantage, c'est faciliter les échanges. Alors, pour la parenthèse, il y en a qui disent « mais il y a l'IFC ». Alors, pour ceux qui ont la pratique de l'IFC, c'est 10 000 fois plus simple. C'est-à-dire, je ne m'amuse pas à faire un export. Je synchronise, point. Donc, c'est ça la grosse différence. Et l'autre chose aussi très importante, l'IFC, c'est vraiment un format d'échange d'export. Donc, j'ai une transformation importante, presque, je dirais, une perte de qualité de l'information et de la géométrie. Alors, ça suffit bien sûr pour plein de cas, mais lorsque je veux faire typiquement du dessin paramétrique, j'ai des fois pas envie de perdre mon objet paramétrique, donc mon cube, qui lui est configuré avec une largeur, enfin une cote. J'aimerais garder ce côté paramétrique. Speckle le permet et évolue dans ce sens. Donc, on a vraiment une qualité d'information qui passe d'un logiciel à l'autre qui serait difficile. Et pour la petit exemple, c'est même possible de prendre un Revit d'une nouvelle version et d'envoyer des informations, des géométries à une ancienne version. Alors, pour ceux qui connaissent les problèmes de version, c'est très difficile de revenir dans une version ancienne.
Et on s'amuse à le faire dans nos tests avec Speckle très facilement. Donc ça, c'est un cas aussi pratique. Et si on parle du côté collaboratif, ce qui est bien sûr logique lorsqu'on utilise ça, c'est que je peux collaborer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, au Canada, en Asie. Je me connecte à mon serveur et je dialogue. Je ne dois pas envoyer des gigas par mail, par FTP, enfin ça n'existe presque plus aujourd'hui, mais par Dropbox ou autre solution. Je dialogue vraiment dans mon logiciel 3D, comme d'ailleurs je le ferais aujourd'hui pour un document Word, Excel, ou pour ceux qui utilisent les documents connectés au final. Donc ça reprend l'idée du document connecté dans le monde du BIM, dans le monde de la 3D, et ça marche aussi pour l'industrie 3D au sens large, dans tout ce qui est mécanique ou d'autres. Donc nous, on a eu la chance de participer à un bout du développement du connecteur TopSolid. Donc TopSolid, c'est un logiciel ultra puissant dans le côté paramétrique, pour aussi ce qui est l'usinage, donc bois, métal, etc. Et en gros, on arrive aujourd'hui au terme du premier test qui permet de recevoir une géométrie d'un logiciel, que ce soit Revit, Rhino ou un logiciel open source, etc., jusqu'à la fabrication. C'est-à-dire, j'envoie l'objet, je récupère dans TopSolid et je peux l'envoyer à la CNC, donc à l'industrie, pour fabriquer la pièce. Donc, il y a bien sûr un process là-dedans, mais au lieu de passer à 15 exports, on l'a fait en quelques minutes via ce connecteur Speckle. Et du coup, ce Speckle, ce connecteur, c'est entre une plateforme, j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Et il est connecté directement avec le modèle, avec un logiciel. Oui. Et donc, c'est une sorte de plugin ou c'est même pas... Oui, alors ça se trouve dans le cas des logiciels que nous, on connaît dans le BIM, c'est un plugin qu'on installe. Dans Rhino, il y a aussi pour Grasshopper, par exemple. Donc, il y a 2 plugins en l'occurrence. Et je peux utiliser dans mon flux de Grasshopper, par exemple, un export, une entrée et une sortie des données. Et puis, voilà, c'est très simple à installer. Pour ceux qui ne sont pas développeurs, ils peuvent l'utiliser, l'installer. Il l'installe automatiquement en fonction du logiciel qui est installé sur le poste. Et puis, ça se trouve en bouton, en barre d'outils. Et puis, c'est un bouton, je reçois, j'émets ma modification. Ouais. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que je peux faire du versionning, c'est-à-dire je peux envoyer 15 versions. Au fur et à mesure que je dessine mon bâtiment, je peux envoyer chaque fois une modification. Donc, comme ça, on a aussi un suivi, un versionning de toute l'évolution de ma modélisation. Okay. Mais tu as une maquette que tu poses dans la plateforme, puis du coup, cette maquette-là est connectée avec différents... tu poses même pas la maquette. En fait, si tu veux, dans ton outil métier, okay, tu as un connecteur, et puis en fait, tu choisis quelles sont les catégories d'objets ou les données que tu veux partager. Exact. Enfin, si c'est toujours comme ça. Moi, j'avais testé il y a 2 ans. Non, le principe reste vraiment. Et tu dis, par exemple, tous mes murs et mes dalles, pour dire quelque chose, je les sélectionne, tu peux faire des captures d'une certaine façon, tu filtres tes objets, tu prends quels sont les objets que tu veux partager. Et puis, ces objets-là, tu dis, je les publie. Et en fait, ça les envoie, les informations de ces objets sont envoyées sur la plateforme. Et puis, si tu ouvres un autre outil qui est compatible, qui a un connecteur, en fait, tu dis, mon projet qui a été partagé depuis un premier outil métier, je veux récupérer ces informations dans mon nouvel outil. Et ça va te générer, si tu avais partagé ta géométrie dans cet outil-là, tu vas pouvoir travailler dessus, faire des modifications. Puis en fait, c'est les informations des modifications qui vont être republiées si tu renvoies. Puis c'est pour ça que tu peux remodifier. Enfin, c'est comme ça que moi j'avais compris. C'est ça, exactement. Et en fait, plutôt que de faire passer tout un fichier avec toute ta géométrie, tu envoies des informations qui décrivent les intentions de modification de chacun. Ok. C'est ce qu'on appelle une breaking change. Parce qu'en fait, on n'envoie plus un modèle, on envoie une donnée. Et ça, c'est vraiment le futur du BIM. Donc, je ne sais pas si on va encore appeler ça BIM dans le futur, mais ça, c'est les changements, les évolutions qui vont arriver. Où
C'était quoi, IM, non? Oui, ouais, j'en entends parler aussi, mais parce que ça généralise. C'est effectivement encore un autre sujet, mais c'est tout simplement pour dire que l'information, elle est vraiment communiquée au sens de l'objet, du mur, de la fenêtre, plus du modèle. L'IFC, si on veut, c'est l'IFC de la fenêtre. Dans le futur, peut-être. J'ai pas la boule de cristal, mais on va dans ce sens où on va vraiment travailler par métier et par objet. Et aujourd'hui, l'IFC, bien sûr, je peux exporter tout l'électrique, je peux exporter tous les murs, mais là, on parlera vraiment de ma version, de mon mur, la version de mon éclairage. Et voilà, je pourrais en avoir une infinité. Et fusionner aussi. C'est-à-dire, je pourrais avoir une version 1 de mon bâtiment et puis une version 3 de mon éclairage et je crée une nouvelle version avec tout ça. Donc, c'est ce qu'on utilise dans l'informatique sur GitHub, GitLab, par exemple, toute cette manière de faire. On envoie une partie du code. Là, c'est pareil, on envoie une partie du modèle. Okay. Donc, ça, c'est extrêmement puissant et ça permet des nouvelles choses, hormis le fait de collaborer avec un bureau externe très facilement ou en interne dans une équipe. On pourra collaborer aussi sur des versions spécifiques et des logiciels, j'espère, bientôt infinis. Mais du coup, tu sais maintenant s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Speckle? Alors, ça part, donc le Matteo et Dimitri, donc c'est parti en Angleterre, hein, ce projet. Ouais. Et puis, c'est maintenant, on peut dire, mondial, puisque c'est une communauté open source que énormément de personnes participent. Donc, voilà, je vois pas de limite à l'utilisation de cette plateforme. Il y a déjà des serveurs qui sont mis à disposition pour tester ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître quoi que ce soit. Vous pouvez l'installer et utiliser le serveur mis à disposition par Speckle pour tester. Puis après, bien sûr, vous pouvez déployer vous-même vos serveurs et créer une infrastructure ou votre version si vous voulez aller plus loin. Mais voilà, c'est déjà utilisable largement. Et puis, c'est quand même un projet jeune, donc ça évolue et ça va devenir mature dans ces prochaines années pour moi être un standard dans le domaine. C'est en bonne voie en tout cas. Ben, j'avais trouvé effectivement assez impressionnant ce qu'il était déjà capable de faire quand j'avais testé à l'époque. Oui. J'avais vu quelques limitations par rapport à des modifications de géométrie qui n'étaient pas toujours très bien reconnues en fonction de dans quelle plateforme on passait. Exact. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué aussi entre-temps. Tu vois des limitations à l'heure actuelle ou des cas d'usage où ce serait pas recommandé de l'utiliser avec des géométries extrêmes peut-être ou des certains types de catégories qui seraient à éviter de passer par l'outil? Alors, pas dans le côté géométrie extrême, non. Plutôt, c'est pourquoi, dans quel usage. Donc, il y a des cas, imaginons qu'on doit faire une fabrication, je sais pas, d'une montre. Peut-être que là, on a besoin d'une précision de la géométrie ou ce genre de choses qui serait peut-être potentiellement pas adéquate. Mais comme on l'a dit en introduction, c'est un projet open source. Donc, quelqu'un qui veut l'utiliser, tester, voir est-ce que ça répond à son besoin. Et puis, c'est tout. Donc, à ma connaissance, dans le monde du bâtiment, je n'ai pas de limite du tout. Il y a bien sûr des objets qui ne passent pas encore parfaitement. Est-ce que c'est gênant? Pas dans mon cas que j'ai rencontré jusqu'à maintenant, mais peut-être dans le cas d'un chauffagiste. Il ne sera pas content, peut-être, dans son usage. Et de nouveau, on se réjouit d'avoir un message sur le forum ou une remarque pour dire ça ne me va pas parce que je n'arrive pas à faire ce que je veux. Il y a des informations, par exemple, dans Blender aujourd'hui, qui ne sont pas communiquées. Donc, il n'y a pas toutes les données, toute la structure qui est faite. Donc, il recommande aujourd'hui, par exemple, de passer dans Blender BIM pour importer l'IFC au lieu de passer par Speckle si vous voulez toutes les informations de l'IFC, par exemple. Donc, il y a ce genre de cas qui ne sont pas encore réglés, lissés, mais aussi, il faut que ça réponde à un besoin. Donc, aujourd'hui, j'irais dans le besoin courant. On a tout pour bien faire, dans cette version 2, en tout cas. OK.
Donc les gens, s'ils veulent tester, ils peuvent y aller. En tout cas, on les recommande fortement d'aller au moins essayer. Essayez, testez, bien sûr. Après, n'hésitez pas à mettre une question sur le forum, m'envoyer un message si vraiment, si personne vous répond, j'essaierai de vous répondre. Et puis go. Moi, je dirais, ça, en tout cas, ça va répondre aux gens qui ont un besoin de collaboration. Pour essayer tout seul dans son coin, bah oui, c'est cool d'essayer, mais je ne vois pas vraiment l'avantage. Ceux qui ont besoin d'avoir un projet collaboratif, ben, il faut démarrer, tester, faire un premier petit test avant de passer en prod. Hein. Je ne parle pas de passer en prod direct. On est quand même dans une solution où il faut l'implémenter. On est dans le monde où il faut faire par étapes. C'est la fameuse question, j'ai un projet open source, je le teste et je me l'approprie avant de passer en production. Et puis, dans ce cas-là, il y a toute la base pour que ça puisse être évolué et adapté selon les besoins. Ok. J'ai vu qu'il y avait une visionneuse maintenant qui avait été aussi inclue dans Speckle. Je pense notamment à une équipe projet où il y aurait peut-être justement 2-3 modeleurs qui travaillent sur des parties d'ouvrages séparées. C'est un cas d'usage que je verrai assez bien où en fait les 3 pourraient publier leur partie au sein du même projet Speckle ou Speckle pour avoir un assemblage. Par exemple. C'est pour les commentaires des accents. Donc il y a aussi les Spätzli aussi pour ceux qui connaissent, mais les Speckle, c'est variante suisse. Exactement. Variante suisse. On mettra le tampon. Et du coup, en fait, je verrais assez bien, effectivement, 3 modèles scindés, peut-être s'assembler ensemble dans la visionneuse pour qu'un chef de projet comme ça ait une vision globale du projet. C'est un cas d'usage que tu vois possible avec l'outil? Complètement. C'est vrai que le viewer web ou la partie web, parce que c'est pas qu'un viewer, c'est vraiment un gestionnaire des données web. Et maintenant, il est top, quoi. C'est pour des modèles, je dirais, raisonnables d'un bâtiment ou ce genre de choses. Oui, je vais pas mettre toute la ville là-dedans. C'est pas ça. On n'est pas dans du GIS. C'est pas le sujet. Mais dans le cas d'une modélisation d'un bâtiment, c'est vraiment ultra pratique de pouvoir, même si je connais rien au monde de la modélisation du BIM, j'ai 0 logiciel, j'ai au moins un navigateur qui affiche ma maquette, que je peux commenter, etc. Donc ça, c'est ultra puissant aujourd'hui. Et c'est du temps réel. Hein. Les commentaires, c'est du temps réel. C'est vraiment excellent de pouvoir, comme vous êtes sur le logiciel de chat que vous aimez bien, c'est pareil. Je peux discuter et dialoguer avec un flux live, quoi. Ok. Donc, c'est-à-dire que dès que tu postes quelque chose, c'est... Ça fait bloop. Bloop. Non, ça fait comme ça. Ça fait le Licorne. Ah. Et puis, du coup, toi, tu as présenté via ta chaîne dernièrement un workflow justement qui passait par justement Revit, Rhino, en passant chaque fois par Speckle, et puis ensuite qui arrivait dans TopSolid pour l'usinage. Comment tu as créé ça? Enfin, c'était aussi dans l'idée un peu de montrer qu'il y avait ce nouveau connecteur, j'imagine, qui existe. Oui, c'est vrai que dans le monde du développement, une frustration, c'est qu'on voit tout le potentiel des outils et on est en face des gens qui nous disent « mais comment ça marche? Je ne comprends pas. À quoi ça sert ?» Et l'idée, c'était de démontrer à quoi ça sert au final, dans un cas le plus concret possible. Donc avec Ahmed du labo, on a pu arriver à créer toute cette chaîne et avec la CNC de l'EPFL qui est elle déjà toute configurée pour le logiciel. Donc en quelques heures, on a fait toute cette chaîne. Et pour moi, c'est une révolution d'imaginer qu'aujourd'hui, on arrive à dialoguer aussi facilement entre des logiciels aussi différents qu'ils soient. D'un Rhino à un Revit, c'est 2 mondes. C'est pas la même manière de construire, c'est pas la même manière de définir les objets géométriques, les mêmes data. Tout est différent. Donc là, on a une vraie avancée technologique et encore TopSolid, c'est encore une autre philosophie qui, elle, réfléchit pour de la fabrication, de la machinerie, etc. Ok.
Donc cette vidéo pour moi, elle est, j'espère, un bel exemple de ce qui est possible aujourd'hui avec ces outils. Et c'est la technologie au sens large. Parce que là, au final, on communique avec une base de données et tout un système. On fait un échange de données comme on rêve dans le BIM le faire toute la journée. Merci d'avoir écouté la deuxième partie de cette interview avec Thomas Eschler de Plateforme 5. On leur remercie pour cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils à nous transmettre, des thèmes ou personnes que tu aimerais que l'on invite, n'hésite pas à nous le faire savoir. La suite de l'interview arrive dans un prochain épisode. À bientôt!